Ok, bonjour. Alors, on va parler d'infiltration sectaire, comme vous le voyez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je fais des infiltrations, mon objectif, c'est pas de juger les croyances, jamais. J'ai des croyances moi-même, tout le monde en a. Donc, c'est pas du tout l'objectif de, on va dire, cet acte d'enquête qui est vraiment l'acte ultime, c'est-à-dire d'aller sur le terrain pour voir ce qui se passe au plus près. L'objectif, c'est, parce qu'en France, on a un cadre qui est posé notamment par la Miviludes, avec un certain nombre de critères qui conditionnent, enfin qui indiquent ce qu'est une dérive sectaire. Donc moi, en fait, je ne suis pas plus royaliste que le roi, c'est ce que je fais. Je vais vérifier ça, notamment je vais vérifier si une croyance ne porte pas atteinte aux libertés constitutionnelles, aux lois, s'il n'y a pas des infractions, par exemple. Donc je suis détective privé, je ne suis pas policier. Quand on dit que je suis privé, c'est-à-dire que je travaille plutôt pour des particuliers, pour des familles. Et à la base, je suis juriste, donc ma formation, c'est plutôt le droit. Si je touche à ces dossiers-là en tant que détective privé, parce qu'on nous connaît pour des dossiers un peu plus de mœurs en général, moi, c'est parce que j'ai la chance de travailler avec une psychologue cognitiviste, qui travaille également avec la justice, qui est experte. Et on va voir l'importance de la psycho-cognitive, puisque je vais vous donner à travers l'infiltration un exemple de ma maîtrise du risque qu'est l'infiltration via deux biais cognitifs. Il y en a beaucoup plus qui jouent en infiltration, mais il y en a deux qui sont vraiment hyper risqués pour moi dans la première phase d'infiltration. Alors, cognitive, ça vient de cognition. On va voir que la cognition, c'est vraiment pour moi, en tout cas, ce qui me permet le mieux de maîtriser cette phase d'enquête qu'est l'infiltration. Ça me permet de maîtriser d'autres choses, mais en particulier l'infiltration, où clairement, c'est l'endroit, enfin, c'est vraiment l'instant où je prends le plus de risques. Le risque principal étant pas nécessairement pour ma vie, mais plutôt pour ma couverture. C'est-à-dire si je suis détronché, comme on dit dans le métier, si je suis reconnu comme quelqu'un qui est infiltré, ça peut vite partir un petit peu en cacahuète. Bon, donc la cognition, qu'est-ce que c'est? La cognition, c'est tous nos processus mentaux qui nous permettent d'acquérir de la connaissance, de la stocker, de l'analyser, de la traiter. Alors de l'information d'abord, puis en faire de la connaissance, pour ensuite interagir avec notre monde. En fait, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est la puissance de notre cerveau. Moi, je voudrais faire le focus. Alors, pour vous donner des exemples de processus mentaux, ça va être par exemple la mémoire, le langage, le raisonnement, la prise de décision. Moi, je voudrais faire le focus sur les biais cognitifs, en particulier, qui font partie de ces processus mentaux. Les biais cognitifs, c'est ça. Je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, bien sûr, surtout que vous n'arrivez juste même pas à la lire. C'est le schéma que vous avez sous les yeux, c'est le codex des biais cognitifs, vous le retrouverez. C'est une figure assez connue. C'est une figure en fait, qui représente l'ensemble des biais cognitifs qui ont été dégagés par les expériences scientifiques de psycho-cognitive ces dernières décennies. Il y en a environ 200. Les biais cognitifs, retenez, on reviendra dessus, mais que c'est des mécanismes de pensée automatiques, réflexes, qui s'installent sans qu'on s'en rende compte et qui vont couvrir 4 grandes situations. Le cerveau va privilégier ces mécanismes réflexes dans 4 grandes situations que vous avez là, en 4 couleurs. C'est-à-dire quand il y a des situations qui présentent trop d'informations, qui ne présentent pas assez de sens, qui nécessitent d'agir vite ou qui nécessitent de mémoriser l'essentiel. On ne va pas forcément traiter toutes les informations de la situation pour que notre cerveau aille à l'essentiel et décide le plus rapidement possible dans ces 4 grands blocs. Bon. Alors, ce que vous devez retenir, grosso modo, c'est que notre cerveau possède, très schématiquement, c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui s'appelle Kahneman, qui était un professeur de chercheur de psychosocial et cognitive, et qui a indiqué que notre cerveau possède 2 modes de raisonnement. Un mode de raisonnement intuitif, où on va retrouver tous les biais cognitifs qu'on vient de voir, et un mode de raisonnement analytique. L'avantage du mode de raisonnement intuitif, c'est qu'il est automatique, comme je vous ai dit, il n'est pas conscient, il va réagir vite dans ces 4 situations-là qu'on a vues avant. Parce que, pourquoi le cerveau le privilégie? Parce qu'en termes énergétiques, cognitivement, pour le cerveau, ce n'est pas coûteux. Il va droit au but. Le problème, c'est qu'il est donc basé uniquement sur l'intuition, et donc il peut nous emmener vers des risques d'erreur de raisonnement, qui sont, on va le voir pour moi, et pour vous aussi dans d'autres situations, des risques potentiels. Le système 2, lui, c'est un système donc, qui est beaucoup plus lent, qui est cognitivement coûteux, que le cerveau ne va donc pas privilégier. Il va falloir aller le rechercher. Il sera recherché spontanément face à des problèmes complexes où immédiatement il faut prendre toutes les données en jeu. On n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas le faire en mode rapide. Et il faudrait l'appliquer systématiquement face à nos intuitions. Les intuitions, elles peuvent être bonnes. On entend beaucoup parler d'intuition, notamment dans l'enquête, dans mon métier, mais elles peuvent être aussi totalement défaillantes.
il faut les passer au système 2. Il faut les analyser, et on va voir un petit peu comment. Bon. On va faire un petit exercice ensemble pour que vous preniez conscience un petit peu de ce schéma système 1, système 2, qu'on le mette en évidence. Ceux qui connaissent l'énigme, vous ne participez pas. Parce que, et dites pas, bien sûr, la réponse à vos voisins, parce que vous allez faire appel à votre mémoire et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Moi, je veux surtout faire participer ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils fassent marcher leur raisonnement, système 1 et 2. Alors, le problème, c'est celui-ci. Je vais vous demander simplement, à la suite de 3 questions, de lever la main. Aussi simplement que ça. Il n'y a pas de piège dans l'énoncé. Hein. Alors, le problème, c'est le suivant. On a un père et un fils. Quand on ajoute leur âge respectif, on obtient 36 ans. Et la question, c'est que, sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils? Encore une fois, il n'y a pas de piège dans la manière dont les mots sont écrits. On cherche juste l'âge du fils. Donc je vous laisse quelques secondes, et ensuite je vais vous poser quelques questions. Je ne vais pas vous laisser trop longtemps aussi pour vous mettre en mode un peu panique, quoi. Alors, je vais vous poser une question toute simple, sans piège non plus. Qui est-ce qui spontanément pense que, honnêtement, n'ayez pas peur de vous tromper ou quoi que ce soit, on s'en fout, c'est une expérience. Qui est-ce qui pense que le fils a 6 ans? Qui pense que le fils a 6 ans? Ok. Il y en a qui n'assument pas à fond non plus. Qui est-ce qui ont pensé, à un moment donné, je parle au passé, qui est-ce qui ont pensé à un instant que le fils pouvait avoir 6 ans? Normalement, je devrais avoir grosso modo tout le monde. À peu près, sauf ceux qui connaissent. Qui est-ce qui sont persuadés que le fils n'a pas 6 ans? Mais vraiment sûr à 100% qu'on a la réponse, du coup. Ok. Bon, ceux-là, du coup, vous avez compris qu'ils ont raison. Parce que le fils, il n'a pas 6 ans. Alors, il y en a qui doivent se dire, il se gourre parce que le fils, il a 6 ans, machin, etc. Non, non, le fils, il n'a vraiment pas 6 ans. En fait, ce qui se produit face à ces énigmes toutes simples, c'est qu'on a 2 biais cognitifs, notamment, hein. Notre système 1 s'active autour de 2 biais cognitifs. Le premier, c'est le biais de substitution. Notre cerveau, il va essayer de simplifier un problème pour aller plus vite. Là, en l'occurrence, il va penser spontanément que le père, il a 30 ans. Il ne va pas bien analyser tout l'énoncé. Il va spontanément partir sur 30 ans parce que c'est cohérent. Et il va donner un âge cohérent, 6 ans, 30 plus 6, 36 ans, c'est bon, on est bon. Sauf que ce n'était pas l'énoncé. Et il y a aussi le biais d'ancrage qui va jouer. C'est-à-dire qu'on donne 2 chiffres, 36 et 30, il y a une suite logique. Pour le cerveau, la suite logique, c'est la suite d'une soustraction. On fait 36 moins 30, on a 6. En plus, dans son schéma, pour notre cerveau, qu'un fils ait 6 ans et le père 30 ans, c'est complètement cohérent. Sauf que ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi ce n'est pas la bonne réponse? Puisque si le fils a 6 ans, que le père a 30 ans de plus, il a 36 ans. 36 plus 6, ça fait 42. Du coup, c'est pas bon. OK? Quel âge avait le fils, pour ceux qui savent? Voilà, 3 ans. Ceux qui n'ont pas suivi, faites le calcul, système 2. Si on reste sur notre intuition, il a 6 ans. C'est complètement cohérent. Sauf que c'est faux. Par contre, si on se dit, du coup, il n'a pas 6 ans. On le sait qu'il n'a pas 6 ans. Vous êtes passé par cette phase-là. Mais vous avez tryhard un petit peu pour avoir le 3 ans. Il n'est pas venu tout de suite. Et le 3 ans, il vient, chacun pose son petit calcul. Puis quand on se dit 3 ans, ça match. 3 ans, le père il a 30 ans de plus, 33, 33 plus 3, 36, on est bon. Mais au départ, on ne l'a pas. C'était pour vous faire prendre conscience un petit peu de ce système 1, système 2, de cette intuition qui n'est pas toujours bonne. Bon. On revient à l'infiltration. Vous doutez bien que l'infiltration, c'est un petit peu plus chaud que l'énigme du père et du fils. Mais ça se gère. Alors en infiltration, il y a une phase qui est vraiment très compliquée à gérer, paradoxalement qui peut apparaître comme étant anodine, mais quel que soit le type d'infiltration, mais l'infiltration sectaire est d'autant plus compliquée dans cette phase-là qu'on va dans un endroit où on ne connaît personne, on ne connaît pas les lieux, et on ne connaît pas la matière qu'on va affronter, la croyance, la philosophie, peu importe. C'est pas du tout. Alors, je peux évidemment gérer le risque déjà par une grosse phase d'enquête, d'audit, etc., en amont, pour essayer de mieux connaître le terrain que je vais affronter, on va dire. Mais globalement, je vais vers l'inconnu. Et sur cette phase d'attaque, lorsque j'arrive en infiltration, des fois c'est un petit peu en amont, quand je suis dans mon véhicule, il y a deux biais cognitifs qui vont s'activer, que vous connaissez tous. Le biais de statu, parmi les 200, rappelez-vous, il y en a beaucoup, hein. Il y a le biais de statu quo. Le biais de statu quo, c'est-à-dire qu'on a une résistance naturelle au changement. Notre cerveau a une préférence et va nous conduire vers des décisions qu'on appelle des décisions conservatrices. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à nous faire privilégier ce qu'on connaît déjà. Rappelez-vous l'adage, hein, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne.
Globalement, ça répond à ça. C'est-à-dire qu'on a tendance naturellement à ne pas vouloir trop aller vers le changement, parce que ce n'est pas du tout rassurant pour notre cerveau qui maîtrise ce qu'il connaît déjà. Donc spontanément, on va avoir tendance à prendre une décision de ne pas aller vers le changement, sans passer par le système 2. Si on passe par le système 2, on va se dire, finalement, le changement, il peut peut-être m'apporter des trucs. Donc il faut poser une petite grille, il faut passer en système 2, c'est un petit peu coûteux, mais il faut le faire. Et si on le fait, on se dit, j'ai tout intérêt en fait, d'aller vers le changement, en fait. Des fois, non. Des fois, notre intuition, elle est bonne. Il ne va pas parce que c'est casse-gueule. Mais des fois, on pose les bases et on se dit, en fait, j'ai tout à gagner. Mais il faut passer en système 2. Moi, imaginez l'infiltration. Je suis obligé d'y aller, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si j'y vais en infiltration, c'est parce que je n'ai pas d'éléments de preuve par ailleurs. Je vais chercher ce qu'il y a sur le terrain. Donc, je sais que je vais affronter ce biais de statu quo massivement. Mais comme je le sais, je peux gérer le stress intense que produit ce biais. Je suis sûr que vous avez tous en tête des situations de changement vécues ou à venir. C'est assez stressant. En infiltration, ça l'est vraiment beaucoup. Parfois, je regrette même d'y aller, et pourtant, je le sais. Mais le fait de gérer le stress de ce biais-là, ça me permet de beaucoup gérer le risque, parce que je me connais, en fait, cognitivement. Je sais comment je vais réagir. Et surtout, je sais que derrière, je vais pouvoir anticiper l'autre biais qui vient, le biais de simple exposition. Celui-ci est plutôt sympa dans mon histoire, dans le sens où le biais de simple exposition, pour vous l'expliquer, c'est le pendant, en fait, du biais statu quo. C'est-à-dire que le cerveau, face à une situation où il va découvrir des stimuli nouveaux, va faire en sorte de les agréger assez rapidement comme des choses familières et vous les faire préférer. Va même orienter, j'allais dire, votre point de vue sur un certain nombre de choses pour vous faire préférer qualitativement des choses que vous avez l'habitude de rencontrer. Pensez à la publicité. Je joue beaucoup sur ce biais-là. Le fait d'associer un produit à une marque, parce qu'on l'associe fréquemment à la marque, spontanément, qualitativement, on va se dire que le produit est mieux avec cette marque-là, parce qu'on ne l'a pas vu associé avec une autre marque. Encore une fois, c'est des phénomènes qui sont non conscients, mais qu'on peut conscientiser. Donc la pub n'utilise pas que ça, mais déjà, elle utilise ça. Pensez également à l'exemple d'une chanson qui passe à la radio. Sur le coup, vous l'entendez une première fois, ça ne vous fait pas trop grand-chose. Bon, des fois, vous pouvez adorer, mais globalement, on se dit que la première fois qu'on l'entend, bof. Et puis la deuxième fois, on la reconnaît, en fait. Et là, on se dit, ouais, ok, ça va. Et la troisième fois, on l'apprécie. C'est pas systématique, mais je pense que vous avez tous plus ou moins ressenti ça. Et ce biais de simple exposition, moi, je sais qu'il va me permettre de gérer plus rapidement le biais de statu quo. Donc, en fait, dès que je vais arriver sur le terrain, j'ai multiplié un nombre de stimuli énorme, des petites choses, pour me ressentir un petit peu chez moi, en fait. Des lieux, je vais accrocher sur quelqu'un que je vais suivre, enfin, en tout cas, avec qui je vais sympathiser, pour que ce soit que des stimuli que sur les quelques jours, parce que mes infiltrations sont toujours relativement courtes, parce que c'est la loi qui m'oblige, mais quand on reste H24, ça peut paraître un peu long. Et donc là, rapidement, il faut se constituer des petits comme ça, des petites choses, des petits stimuli que notre cerveau va ressentir, avec lesquels il va se familiariser, et on se reconstruit un nouveau statu quo, en fait, en quelque part. OK ? Bon. Tout ça pour vous dire, et pour conclure, que la clé, pour moi en tout cas, dans une situation telle que l'infiltration sectaire, ma clé à moi, c'est de conscientiser. C'est pas magique. Les biais cognitifs, s'ils ont été découverts en psychocognitive, c'est parce qu'ils sont faciles, entre guillemets, à découvrir, et donc faciles pour le commun des mortels à conscientiser. Donc moi, je les conscientise dans un milieu qui est un peu extrême. Dans votre vie de tous les jours, par rapport à une notion de changement, par exemple, c'est quelque chose que vous vivez hyper fréquemment. Vous êtes jeune, vous allez vivre des changements fréquents, parfois recherchés, parfois un peu moins. Et pour moi, la clé principale de cette gestion de risque, en tout cas liée au changement, mais tout risque, rappelez-vous du nombre de biais cognitifs, il s'active systématiquement dans 4 grandes situations, c'est de les conscientiser pour déjà mieux vous connaître et pour mieux gérer la part de stress qu'il peut y avoir avec cette intuition parfois qui ne nous conduit pas vers les bons raisonnements, je vous l'ai dit au début. Il y a 2 outils pour ça. L'esprit critique que vous connaissez. Donc l'esprit critique, c'est emmagasiner un maximum de connaissances pour avoir un raisonnement le plus logique, éventuellement le plus scientifique possible. C'est ce qui sera quand même le raisonnement le plus robuste pour prendre la bonne décision. Et ensuite, la métacognition, c'est un mot un peu barbare comme ça, mais la métacognition, c'est simplement la cognition de la cognition. C'est-à-dire prendre du recul sur sa propre cognition pour simplement vérifier de quelle manière on pense. Par exemple, est-ce que là, on est dans le système 1 ?
Est-ce qu'on a basculé dans système 2? Rappelez-vous la petite énigme avec le père et le fils. Je la trouve juste géniale, celle-ci. Je vous invite à le faire avec votre entourage, vous verrez un petit peu les réactions. Donc, ces deux clés-là, encore une fois, le maître mot pour moi, c'est vraiment la cognition et donc conscientiser ça. Et à partir de là, vous gérez quand même, globalement, la plupart des situations que vous allez affronter, lorsqu'elles ne sont pas aussi extrêmes que l'infiltration. Je vous remercie.